assisté aujourd'hui pourront le revoir, puisqu'il sera mis en ligne. Et bien entendu, nous pourrons aussi vous communiquer le PowerPoint qui sert de support à cet exposé aujourd'hui. Donc, nous allons voir plusieurs points donc, concernant les élections qui se dérouleront le 8 décembre prochain. Et nous allons aborder trois parties pour ce faire. D'une part, nous allons voir le périmètre qui couvre donc ces élections, hein, quel est leur champ en termes d'instances et de ressorts géographiques. Nous verrons ensuite, donc reverrons précisément quelles sont les instances concernées, avec notamment les conditions pour être électeur. Et puis nous verrons ensuite les principales étapes du déroulement de ces opérations hein, qui vont s'échelonner d'ici encore quelques opérations à la fin de ce mois jusqu'au 8 décembre. Donc, je le rappelle, date nationale des élections professionnelles pour l'ensemble de la fonction publique, mais bien entendu de la fonction publique territoriale en particulier, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, quel est le périmètre donc de ces élections? Alors, il s'agit aujourd'hui de vous présenter les élections donc, qui sont bien organisées par le centre de gestion du Haut-Rhin pour son ressort géographique. Donc, c'est pour l'ensemble des collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Juste un petit instant. Régler un petit détail. Voilà. Donc, ce sont bien l'ensemble des collectivités qui sont affiliées au centre de gestion qui sont concernées par ces élections, hein. Les collectivités non affiliées organisent par elles-mêmes les élections concernant bien évidemment leur CST, mais également leur CAP. Et donc seront bien électeurs à ces élections donc l'ensemble des agents qui sont affiliés, des collectivités qui sont affiliées au centre de gestion. Donc plus précisément, il s'agit, comme je l'indiquais précédemment, en termes d'instances, d'une part, des commissions administratives paritaires, et ce pour les trois catégories, catégorie A, catégorie B, catégorie C. Il s'agit ensuite des élections pour la commission consultative paritaire. Donc, je rappelle, la commission consultative paritaire est l'équivalent de la CAP, mais pour les agents contractuels. Avec une modification qui interviendra à l'issue des élections, puisque jusqu'à présent, siégeaient 3 commissions consultatives paritaires, une également par catégorie, mais une modification législative est intervenue et désormais, à l'issue des élections, il n'y aura plus qu'une seule commission consultative paritaire pour l'ensemble des catégories des agents contractuels. Et enfin, dernière instance, pour laquelle sont organisées des élections, il s'agit du comité social territorial hein, qui va succéder au comité technique. Mais là, aujourd'hui, je vous parlerai des élections concernant le comité social territorial qui siège auprès du centre de gestion. Donc, pour mémoire, hein, il s'agit du CST qui est compétent pour toutes les collectivités qui emploient moins de 50 agents. Les collectivités qui emploient plus de 50 agents disposent de leur propre CST et ont la charge de l'organisation des élections pour leur propre CST, ce que nous avions déjà évoqué dans un webinaire précédent. Donc là, aujourd'hui, il s'agit bien des instances qui siègent auprès du centre de gestion, donc CAP, CCP et CST.
Concernant donc ces instances, un certain nombre d'éléments ont été arrêtés. Et tout d'abord, les effectifs. Donc les effectifs des agents qui sont pris en compte. Ces effectifs, comme l'exige la réglementation, avaient été arrêtés au 1er janvier de cette année, 2022. Donc effectifs par instance, donc par exemple les agents de catégorie A pour la CAPA, les agents de catégorie B pour la CAPB, etc., ainsi que tous les agents relevant du CST, par exemple. Et ces effectifs ont permis de déterminer, d'une part, le nombre de sièges qui doit être mis en place au sein des instances, puisque le nombre de sièges, hein, donc le nombre de représentants du personnel qui vont être amenés à siéger au sein de ces instances, est déterminé réglementairement en fonction du nombre des agents représentés, donc en fonction du nombre des effectifs. Et les effectifs permettent également de déterminer un autre élément qui est celui de la répartition femmes-hommes. C'est-à-dire qu'à partir de la répartition femmes-hommes qui existe au sein des effectifs des agents en activité, eh bien, cette répartition devra se retrouver au sein des listes de candidatures que l'on évoquera tout à l'heure. Donc, la détermination des effectifs était l'une des premières étapes concernant l'organisation des élections professionnelles. La prochaine étape qui aura lieu prochainement est en fait la détermination, la publication de la liste électorale, c'est-à-dire la liste de l'ensemble des agents qui remplissent les conditions pour être électeurs aux différentes instances. Cette liste sera publiée par le centre de gestion du Haut-Rhin le 5 octobre prochain. La liste sera établie par scrutin, hein, donc vraiment par instance, hein. Je rappelle pour les 3 CAP, la CCP et le CST. Et elle sera adressée aux collectivités par voie électronique, comme lors des dernières élections. Et donc, vous aurez la possibilité de télécharger la liste pour procéder à son affichage et à cette occasion d'attester du fait que vous avez procédé à l'affichage de la liste, puisqu'il appartient à chaque collectivité d'afficher la liste de ses électeurs aux différentes instances. Cet affichage et cette publication permettront, le cas échéant, de procéder à des demandes de rectification qui seront possibles jusqu'au 19 octobre 2022. Donc, le cas échéant, éventuellement, des ajouts, des suppressions d'électeurs, soit parce qu'il y a eu, par exemple, une mobilité qui est intervenue entre-temps, hein, un agent qui a quitté la collectivité, ou au contraire qui l'a rejoint et qui pour autant remplit les conditions pour être électeur, ou éventuellement une modification sur un des points concernant l'électeur en question. Donc ces modifications pourront les demandes seront adressées au centre de gestion. Elles pourront l'être par courrier électronique via une boîte mail spécifique consacrée aux élections qui vous sera indiquée lors de la parution de la liste électorale. Et donc demandes qui pourront être adressées jusqu'au 19 octobre. Et donc à l'issue, les modifications seront effectuées. Alors, on va revenir sur justement les conditions pour être électeur aux différentes instances. Concernant les commissions administratives paritaires, hein, donc qui, je le rappelle, sont compétentes pour les questions relatives aux agents titulaires, aux fonctionnaires titulaires,
Et donc, sont électeurs les fonctionnaires titulaires, qu'ils soient à temps complet ou à temps non complet, qui sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Plusieurs précisions. Donc, les fonctionnaires qui sont mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité d'origine. Les fonctionnaires qui sont en détachement donc, sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine, mais également de leur situation d'accueil, sauf si c'est la même commission qui est compétente dans les deux cas. Donc, illustrons, admettons qu'un fonctionnaire d'État soit détaché de la fonction publique d'État dans la fonction publique territoriale, eh bien, il sera électeur pour la CAP fonction publique territoriale, mais il reste également électeur pour la CAP fonction publique d'État. À l'inverse, si c'est un fonctionnaire territorial qui est détaché au sein de la fonction publique territoriale et qu'il relève de la même catégorie dans les deux cas, il ne sera électeur qu'une seule fois pour la CAP dont il relève. C'est par exemple le cas des agents qui sont détachés sur un emploi fonctionnel, donc détachés de leur grade territorial sur l'emploi fonctionnel. Ils ne votent qu'une seule fois à la CAP, en l'occurrence de catégorie A. Autre précision, les fonctionnaires à temps non complet qui sont employés par plusieurs collectivités ne votent qu'une seule fois pour la même CAP. En revanche, les agents qui sont titulaires de plusieurs grades peuvent être amenés à voter plusieurs fois dès lors qu'ils relèvent de grades et donc de catégories différentes, s'ils relèvent de CAP différentes. Admettons qu'un agent qui occupe plusieurs emplois à temps non complet, qui est titulaire par exemple d'un grade de catégorie B d'un grade de catégorie B, voilà, et dans une autre collectivité titulaire d'un grade de catégorie C relevant d'un autre cadre d'emploi, eh bien, il votera 2 fois pour chacune des CAP compétentes. Il est à préciser que les fonctionnaires donc en disponibilité ne sont pas électeurs, de même que les fonctionnaires stagiaires, et bien évidemment, les agents contractuels ne sont pas électeurs, hein. Donc, pour les CAP, ce sont vraiment que les fonctionnaires titulaires, avec les précisions que j'ai évoquées, qui sont électeurs. Pour le CST, donc le comité social territorial, qui siège auprès du centre de gestion. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, sont électeurs les agents qui sont employés par une collectivité de moins de 50 agents. Je le rappelle, toutes les collectivités de plus de 50 agents détiennent leur propre CST. Donc, sont électeurs. Là aussi, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou temps non complet, qui également sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental. Les fonctionnaires stagiaires sont également électeurs, dès lors qu'ils sont en position d'activité ou de congé parental, et sont également électeurs CST, les agents contractuels, qu'ils soient de droit public ou de droit privé, dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat, alors soit d'un contrat à durée indéterminée, ou qu'ils bénéficient depuis au moins 2 ans d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois, ou d'un contrat qui a été reconduit successivement depuis au moins 6 mois, et qu'ils exercent leurs fonctions ou qu'ils sont dans congé rémunéré ou en congé parental. Il est précisé que les agents relevant du service de mission temporaire du centre de gestion, donc employés par le centre de gestion mais mis à disposition dans ce cadre auprès des collectivités, sont électeurs au CST du centre de gestion. Et donc, ne participent pas au vote, hein, ne sont pas électeurs. Les fonctionnaires en disponibilité, les fonctionnaires qui sont détachés auprès d'une autre administration, donc qui posséderait son propre CST,
et les agents contractuels qui sont en congé non rémunéré ou qui auraient été suspendus. Donc pour les agents contractuels, hein, globalement, le congé non rémunéré, c'est l'équivalent de la disponibilité des fonctionnaires titulaires. Donc voilà pour les conditions pour être électeur au CST siégeant auprès du centre de gestion. Voyons à présent les conditions pour être électeur auprès de la commission consultative paritaire, hein, de la CCP. Donc ils sont électeurs les agents contractuels de droit public ou de droit privé, qui là aussi bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat depuis au moins, depuis au moins 2 ans, d'un contrat d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat qui a été reconduit successivement depuis au moins 6 mois. Et également, exercer les fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. Donc, là aussi, ne participent pas au vote les agents contractuels qui sont en congé non rémunéré ou qui sont suspendus le cas échéant. Donc voilà, les conditions pour être électeur à l'ensemble des instances qui relèvent du centre de gestion. Donc en principe, les agents qui remplissent ces conditions figureront sur la liste électorale hein, qui sera publiée, comme je l'indiquais précédemment. Mais là aussi, le cas échéant, rectification à effectuer s'il n'y apparaissait pas, par exemple. Autre étape concernant les élections professionnelles, et cette fois-ci, c'est celle qui concerne les candidatures. Alors, les élections professionnelles reposent sur une modalité de scrutin de liste. Ce sont des listes de candidats qui seront proposées aux élections. Ces listes ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales représentatives, donc représentatives au sens de la loi, enfin, désormais du Code général de la fonction publique, donc qui énumère les conditions pour qu'une organisation syndicale soit considérée comme représentative, soit en termes de durée, on va dire, d'existence ou de représentation, notamment aux instances nationales de la fonction publique. Mais bon, bien évidemment, la totalité des organisations syndicales actuellement représentés dans nos instances ou qui généralement proposent des listes de candidatures remplissent cette condition. Et bien évidemment, c'est un élément qui est vérifié lors du dépôt des listes. Mais donc seules les organisations syndicales représentatives sont habilitées à présenter et à constituer des listes de candidatures. Ces listes sont déposées par instance, par scrutin. Donc, une liste de candidatures pour la CAPA, une liste de candidatures pour la CAPB, etc. pour le CST. Et ces listes devront être déposées au plus tard le 27 octobre 2022. Dernier délai. Alors, les organisations syndicales n'ont pas l'obligation, évidemment, de présenter des listes pour l'ensemble des scrutins. Une organisation peut décider de ne présenter une liste que à l'un ou l'autre de ces scrutins. Il est également à noter que, dans une certaine mesure, définie par les textes, les organisations syndicales ont aussi la possibilité de déposer des listes éventuellement incomplètes, c'est-à-dire avec un nombre de candidats inférieur à celui du nombre de sièges à pourvoir, avec toutefois un minimum à respecter, voire aussi la possibilité de présenter des listes excédentaires avec un nombre supérieur, mais aussi dans une certaine limite.
Donc voilà pour les candidatures, donc relevant, émanant des organisations syndicales. Viendra ensuite, eh bien, les opérations liées au scrutin en lui-même, directement. Le scrutin, se déroulera par correspondance et uniquement par correspondance. Donc je rappelle que le principe, c'est que les élections puissent être organisées classiquement par des élections, aux urnes. Mais concernant, les élections qui relèvent de la compétence du centre de gestion, il y a la possibilité, et c'est le choix qui a toujours été, retenu, de les organiser par, correspondance. C'est-à-dire que l'ensemble des électeurs, voteront par correspondance selon des modalités qu'on va voir dans un instant, et donc ne seront pas appelés à se déplacer physiquement dans un bureau de vote pour y déposer leur bulletin. Tout se fera par correspondance pour l'ensemble des scrutins, CAP, CST, CCP. Donc très concrètement, le centre de gestion adressera aux collectivités le matériel électoral, donc l'ensemble des éléments qui sont nécessaires aux électeurs pour pouvoir procéder à ce vote par correspondance. Donc l'ensemble de ce matériel sera adressé par le centre de gestion aux collectivités. Et il appartiendra à chaque collectivité de remettre à ses agents, aux électeurs, le matériel électoral. Donc, je précise d'emblée, tout ce matériel électoral qui sera adressé aux collectivités sera déjà identifié nominativement pour chaque électeur. Donc très concrètement, les collectivités recevront un ensemble d'enveloppes nominatives destinées à chaque électeur, et chaque enveloppe contient l'ensemble des éléments nécessaires pour procéder au vote par correspondance. Alors, quels sont les éléments justement qui viennent composer ce matériel électoral? Il y aura d'une part les professions de foi émanant des organisations syndicales candidates, les bulletins de vote, donc sur lesquels figureront la liste de candidats présentés par chaque organisation syndicale. Donc un bulletin par liste, hein, bien entendu. Il y aura également une enveloppe de scrutin, donc petite enveloppe dans laquelle l'électeur va glisser le bulletin de vote de son choix. Et enfin, il y aura une enveloppe de retour préaffranchie, l'enveloppe T, donc, qui comporte le fameux T, hein, donc, qui vaut affranchissement pour l'expédition par la poste. Donc une enveloppe T au sein de laquelle l'électeur va placer son enveloppe de scrutin, et enveloppe de retour, donc, qui lui permettra de la renvoyer au centre de gestion. Donc c'est vraiment cette opération qui était effectuée par l'électeur, hein, donc placer d'une part le bulletin de vote dans l'enveloppe de scrutin, qui elle-même sera à placer dans l'enveloppe de retour, dans l'enveloppe T, donc qui est préaffranchie, sur laquelle figure le destinataire, donc en l'occurrence le centre de gestion, sur laquelle seront également mentionnés le scrutin dont il s'agit, CAP A, CAP B, etc. Et surtout, l'enveloppe de retour devra être signée par l'électeur. Il y aura un emplacement spécifique réservé à cet effet, un cadre. Donc l'électeur devra signer l'enveloppe de retour avant de la poster. Alors cet élément est extrêmement important parce que pour qu'ensuite le vote soit pris en compte, il faut absolument que l'enveloppe de retour soit signée. Donc cet élément sera bien entendu indiqué dans les éléments d'information contenus dans le matériel de vote, mais là c'est vraiment
message important à faire passer aux électeurs, c'est qu'il faudra être très attentif et ne pas oublier de signer l'enveloppe de retour, auquel cas le vote ne sera pas pris en compte. Et donc, dernier élément pour l'électeur, c'est de poster l'enveloppe de retour. Alors là aussi, élément très important, le vote s'effectue par correspondance, uniquement par correspondance, mais ça implique vraiment que l'enveloppe de retour, contenant l'enveloppe de scrutin, donc que l'enveloppe de retour ait été expédiée par la poste, pour que là aussi elle soit prise en compte. Donc même si un électeur venait au centre de gestion pour nous déposer directement l'enveloppe de retour, elle ne sera pas prise en compte. Elle doit être expédiée par la poste, qui sera visée par la poste, hein, donc avec le cachet de la poste, hein, comme il se doit. Et nous ne tiendrons compte que des enveloppes qui nous seront acheminées par la poste à cet effet pour être intégrées à l'ensemble du scrutin. Donc vraiment, pour revenir sur ces éléments, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'ensemble des instances, donc les 3 CAP, le CST du centre de gestion, la CCP, c'est un vote intégralement par correspondance. Donc, tous les électeurs, sans exception, votent par correspondance. Que le matériel de vote sera adressé aux collectivités, qui ensuite devront le donner aux électeurs, et que les électeurs auront à charge de renvoyer leur bulletin de vote à l'aide de l'enveloppe spécifiquement prévue à cet effet, qui devra être signée au préalable et expédiée par la poste. Donc là aussi, hein, comme je le disais, l'ensemble du matériel sera nominatif, donc très concrètement, hein, chaque collectivité recevra alors le matériel électoral pour les différentes instances. Il pourrait y avoir plusieurs cas de figure. Vous êtes une collectivité de moins de 50 agents, donc qui relève du CST du centre de gestion. Donc à ce moment-là, il y aura à la fois du matériel électoral pour voter au CAP ou le cas échéant à la CCP, si vous avez des agents contractuels, et aussi du matériel électoral pour le CST. Donc, il est fort probable que chaque électeur sera destinataire au final de 2 enveloppes de matériel électoral, une pour la CAP, une pour le CST. Maintenant, ça n'a pas forcément un caractère, comme j'allais dire, systématique, hein. On peut être, selon certains cas, être électeur à l'un et pas à l'autre, mais normalement, dans la majorité des cas, chaque électeur va voter à la fois pour la CAP et pour le CST. Pour les collectivités qui ont plus de 50 agents, là, évidemment, disposant de leur propre CST, ne vous seront acheminés que les matériels de vote pour les CAP et, le cas échéant, la CCP. Dernière précision, qui concerne plus spécifiquement la commission consultative paritaire. Lors du dernier scrutin de 2018, aucune organisation syndicale n'avait déposé de liste en CCP. Donc, par définition, il n'y avait pas de liste de candidature et donc pas de matériel électoral pour la CCP. Ce qui avait conduit, ce qui est prévu par la réglementation, à ce que les représentants du personnel siégeant en CCP soient tirés au sort. Aujourd'hui, je ne peux évidemment pas vous dire si ce sera à nouveau le cas. Ce sera précisé le cas échéant, mais c'est une possibilité. Donc, les électeurs ont reçu leur matériel, ils ont voté par correspondance et le 8 décembre,
donc se déroulent les opérations de scrutin, donc qui seront effectuées par le centre de gestion. Formellement, seront constitués des bureaux de vote, un bureau de vote par instance, auquel participent bien entendu les représentants des différentes organisations syndicales, et qui donc vont se dérouler de la manière suivante. Donc l'ensemble des enveloppes de retour donc, sont acheminées au centre de gestion. Et donc la première opération le matin du 8 décembre 2022, à partir de 9 heures, sera de procéder à l'émargement, c'est-à-dire que les bureaux de vote prendront les enveloppes de retour qui auront été acheminées en temps et en heure, s'assureront et les reporteront, si vous voulez, les électeurs de ces qui auront envoyé leur enveloppe de retour sur la liste électorale, donc c'est l'émargement. L'enveloppe de retour est ouverte et le scrutin, l'enveloppe de scrutin qu'elle contient sera glissée dans l'urne. Donc ces opérations d'émargement sont effectuées le matin et l'après-midi à partir de 14h30, il sera procédé au dépouillement. Donc ouverture des urnes et de manière très classique, décompte des différents scrutins pour l'ensemble des candidats. Le décompte sera effectué et ce qui permettra, une fois cette opération réalisée, de procéder à, au vu des résultats, l'attribution des sièges donc, au sein des différentes instances pour l'ensemble des candidats en fonction des résultats qui sont obtenus. Donc c'est un scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Donc au vu des résultats, bon, il est calculé le quotient électoral, ce qui permet de déterminer tout d'abord l'attribution du premier siège, puis on recalcule pour déterminer l'attribution du second siège, etc., jusqu'à ce que l'ensemble des sièges de l'instance en question ait été attribué à l'ensemble des organisations qui ont déposé une liste de candidatures. Une fois évidemment ces opérations effectuées, l'ensemble est naturellement formalisé par la rédaction de procès-verbaux et pour chacune de ces instances qui sont ensuite communiquées à la préfecture, comme il se doit pour centraliser l'ensemble des résultats des élections professionnelles. J'en profite également juste pour rappeler, puisque je vois que parmi vous, il y a aussi des collectivités de plus de 50 agents, c'est qu'à l'issue de ces élections, nous avons aussi, bien que n'étant pas organisateur, mais besoin des résultats des élections pour les CST locaux, hein, donc c'est-à-dire les CST des collectivités de plus de 50 agents, puisque ces éléments seront nécessaires au centre de gestion après les élections pour venir déterminer la répartition, si vous voulez, dans le cadre du droit syndical, du crédit de temps syndical, qui revient à l'ensemble des organisations. Mais cette répartition s'effectue en fonction des résultats obtenus aux élections des CST. Donc c'est pour ça qu'il est important que l'on soit également destinataire de ces résultats. Donc voilà pour l'ensemble des points concernant ces élections qui vont se dérouler d'ici pratiquement la fin de cette année. Nous serons bien entendu amenés à vous redonner des précisions et je le rappelle, la prochaine étape sera la publication de la liste électorale.
Mais je vous invite à présent à me formuler vos questions sur l'ensemble des points que l'on vient d'évoquer. Alors, première question donc pour alors en l'occurrence, mais pour une collectivité donc qui, a plus de 80 agents, non, enfin qui a 80 agents, donc il va procéder à l'élection enfin aux élections concernant, son CST, donc qui devra être présent lors du dépouillement. Y a-t-il une règle particulière à appliquer? Donc alors le 1er élément, bah, c'est de constituer évidemment un bureau de vote, hein, qui, comporte, un président et de mémoire au moins 2 autres membres. Mais ensuite, il n'y a pas de nombre fixe ou réglementaire quant à la composition de ce bureau. Donc peuvent et de manière plus large, hein, peuvent être présents, l'ensemble des organisations, qui ont, présenté une liste de candidatures, bien sûr. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que le dépouillement peut être aussi, public dans le sens où, les agents peuvent y assister, aussi. C'est un petit peu comment dire? Les mêmes règles, globales que pour toute élection, heu, que ce soit les élections habituelles ou les élections professionnelles. Voilà, il n'y a pas de ce point de vue-là, de points, spécifiques aux élections, professionnelles. Alors une question pour, pardon, les conditions pour être électeur. Alors, en ce qui concerne les CDD d'au moins, 6 mois, le délai, d'au moins, de 2 mois se calcule au jour du scrutin. Hem, je réfléchis. Alors, dans l'absolu, là, effectivement, hein, je vous le confirmerai, mais je ne pas la condition pour être électeur peut s'apprécier effectivement jusqu'au jour du scrutin. Même si, comme je le disais tout à l'heure, hein, il y a quand même une réalité pratique, j'allais dire, qui est, l'édition d'une part des listes électorales et surtout dans le cadre de l'organisation du scrutin par correspondance, la nécessité, d'arrêter, cette liste préalablement à l'envoi du matériel électoral. Donc, oui, globalement, la condition pourrait s'apprécier, au jour du scrutin, mais il faut, après le rapprocher de la modalité, d'inscription, de validation d'inscription sur la liste électorale. Une autre question, pardon, sur, alors l'émargement, j'allais dire même chose, comment dirais-je? Même élément que pour le dépouillement. Alors donc là, c'est plus spécifique que pour, le vote par correspondance, pour être très, précis. En tout cas pour l'opération qui est, organisée par le centre de gestion, donc l'émargement est effectué par, les membres des bureaux, qui ont été constitués à cet, effet et qui, généralement, au vu de ce qui s'est fait lors des derniers, scrutins. Donc, très concrètement, nous avons, les agents du centre de gestion qui, participent, au bureau, hein, puisque c'est un nombre quand même considérable de votes à émarger, mais associés, bien sûr, avec l'ensemble des représentants des différentes organisations, syndicales qui sont présentes, pour l'ensemble de ces opérations, donc émargement et dépouillement. Donc pour les collectivités qui organisent elles-mêmes les élections pour le CAC, je suis tenté de dire même modalité pour l'émargement que pour le dépouillement. Donc l'émargement, concernant, le cas échéant, les électeurs par correspondance, puisque par définition les électeurs à l'urne, émargent en même temps qu'ils votent.
Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Espérant que l'ensemble des éléments ont été, le plus précis possible. Donc je rappelle aussi, hein, notamment pour le matériel électoral, il comportera aussi des éléments d'information pour procéder au vote. Donc il sera bien rappelé, et ça le lecteur le verra, le lira, comment il doit faire pour constituer, enfin fermer son enveloppe, de retour. Il sera bien indiqué où il doit signer. Et bien entendu, il aura aussi, les lecteurs, les informations qui émaneront des organisations syndicales au travers des professions de foi qui sont liées. Puis nous communiquerons le PowerPoint à l'issue, donc vous pourrez retrouver les éléments qui ont été exposés aujourd'hui. Très bien, mais écoutez, s'il n'y a plus, d'autres questions, ce qui semble en tout cas en tout état de cause, bien entendu, le centre de gestion reste à votre disposition s'il devait y avoir d'autres questions, ultérieures, bien entendu. Vous serez destinataire de l'ensemble des éléments, tels que je l'ai indiqué, aujourd'hui. Et donc, eh bien, en attendant ces prochaines étapes, concernant, ces élections, il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter une très bonne journée. Merci. Au revoir.